Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live animé par LHH Recruitment Solutions. On vous propose aujourd'hui de renforcer votre impact auprès des recruteurs et partenaires professionnels grâce au conseil de Marine Parnet-Jay, coach et formatrice sur l'emploi, en abordant aujourd'hui le thème du pitch professionnel. Marine, bienvenue, merci beaucoup de t'être connectée avec nous. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à toute la communauté? Bonjour, merci de cette très chouette invitation sur une thématique qui m'anime. Donc, je suis Marine Parnet-Jay, je suis un pur produit de la PME française, dans laquelle j'ai passé 15 ans, dans des secteurs d'activité très diversifiés. Mais toutes ces structures avaient un point commun, un fort développement. C'est un euphémisme vraiment, un très très fort développement, voire un changement d'échelle parfois, que j'ai accompagné sur une double fonction, la finance et la RH. Donc j'ai fait ça pendant 15 ans, jusqu'à me rendre compte que mon focus c'était plutôt, enfin me correspondait mieux en tout cas sur, l'accompagnement, humain. Donc il y a 5 ans maintenant, je me suis formée, pour devenir, coach professionnel et j'ai monté un cabinet de coaching et de formation, dans lequel, j'accompagne, toutes sortes de personnes, puisque je travaille, aussi bien, avec, des cadres sup que des dirigeants, ou des personnes qui sont vraiment dans une dynamique de réorientation, d'insertion professionnelle, pour les aider à pas, développer leur confiance en eux, développer leur potentiel et le propulser, sur le marché du travail. Ouais, quel très beau parcours, pour démarrer. Donc pour tous ceux qui sont avec nous, au fil de ce live, vous allez comprendre l'importance justement de solidifier votre pitch pour, professionnaliser votre prise de parole. Vous allez pouvoir justement à la fin être capable de le structurer de manière à apporter justement des solutions et on va aussi découvrir les fondamentaux d'une communication authentique sur soi. Et je profite également avant que l'on démarre pour déjà, vous remercier de vous être tous connectés. Il y en a, je vois certains qui étaient déjà, au live précédent de lundi, donc merci beaucoup pour votre fidélisation, pour vous être reconnectés aujourd'hui et bienvenue à tous les nouveaux, les curieux pour, ce nouveau thème. Eh bien, nous allons pouvoir, démarrer et également, je fais une petite mention pour vous dire qu'on est sur une base d'échange, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez tout au long de ce live. Je m'occupe justement de regarder la moindre question et les poser à Marine, donc vraiment soyez libres de tout poser. On est là pour ça, on est là pour vous également. Eh bien, pour démarrer, on va rentrer avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, Marine, est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi cette thématique du pitch t'a semblé en fait, primordiale en fait de dans cette semaine de live avec, LHH Recruitment Solutions pour, justement toutes les personnes qui nous écoutent? Alors oui, primordial, c'est bien le mot. Pour moi, le pitch, c'est un outil qui est vraiment, essentiel, parce qu'en vérité, il répond en tout point aux contraintes du monde du travail, d'aujourd'hui. Et là, je vais commencer par vous raconter des petites choses un peu historiques pour qu'on comprenne un petit peu, à quel point, ce pitch est vraiment central. Et je vais vous parler du monde VICA. Je ne sais pas si c'est un terme que tu connais, Chloé, ou si vous les personnes Eh qui nous bien, écoutent. je suis plutôt curieuse de connaître justement ce terme. Alors, c'est un mot en fait qui nous vient de l'armée américaine, qui dans les années 80 a essayé de caractériser, le monde post-soviétique. Donc, après la chute du régime russe, l'armée américaine a bien compris que le monde avait changé et a posé, sur ce monde un acronyme, donc VICA ou VUCA en anglais, qui est donc composé des lettres VICA. Ce que je vous propose, c'est qu'on éclaire un petit peu cet acronyme, pour comprendre à quel point, le pitch vient répondre, à ce nouveau design, du monde qui est, très actuel encore aujourd'hui. Donc la première lettre, du monde VICA, c'est le V. Ce qu'on entend par cette première lettre, c'est vraiment, la volatilité, du monde aujourd'hui. Le fait que tout va très vite, le fait que le volume, du changement et finalement l'accélération qu'on connaît dans tous les secteurs de notre vie, fait que tout ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas forcément demain. Si je veux donner un exemple un peu polémique, vous souvenez-vous de Pierre Palmade? Vous voyez? On en a mangé pendant 15 jours et on n'entend plus parler de ce monsieur, alors que le fait, littéralement qui était reproché, la situation était grave, donc existe, mais pour autant, voilà, la volatilité, de la communication autour de ce fait, est complètement avérée. Donc ça, c'est, une des premières caractéristiques du monde et on y reviendra du monde du travail. La deuxième, c'est donc le I de Vika, qui là, va exprimer, les incertitudes.
On est aujourd'hui dans un format de travail, qui rend difficile la prédictibilité, qui rend difficile, la prise de décision. Pour, illustrer ça, typiquement avant quand on était, fils de médecin, on devenait médecin. Aujourd'hui, on est fils de médecin, on peut devenir, rénovateur écologique ou, ébéniste, OK? Donc les possibilités, sont énormes, c'est génial, mais du coup ça crée, une forme malgré tout d'incertitude, sur le monde du travail puisque, et c'est très chouette, hein, n'importe qui peut devenir, n'importe quoi. C'est un peu l'idée. Le terme, enfin la lettre C, donc c'est la complexité, donc la volatilité, l'incertain d'une certaine manière, et la complexité du monde. Là, c'est très lié, au volume et au mode de communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux rentrer en contact avec toi, Chloé, pour, t'inviter à aller boire un verre, je peux te faire un texto, je peux te faire un WhatsApp, je peux te passer un appel, je peux te faire un mail. Enfin, voilà, les sources sont démultipliées et si on ajoute à ça le fait qu'on est en contact dans la journée avec un nombre très important, de personnes aussi, ça crée forcément, une relation à l'autre, qui est beaucoup plus complexe et du coup une relation dans le monde du travail qui aussi, souffre d'une certaine manière de cette complexité. Alors il y a toujours un pendant positif, hein, puisque demain je peux entrer en contact direct, via sa page LinkedIn avec, j'en sais rien, Mark Zuckerberg par exemple, puisque, la complexité de ces canaux me permet aussi, et LinkedIn c'est une illustration parfaite, de cet avantage à la complexité. Ça permet aussi, voilà, de créer des liens de manière plus évidente, mais ça peut rendre les choses plus difficiles. Et enfin, le A de Vika, c'est un peu la somme de tout ce que j'ai, pu évoquer précédemment, c'est l'ambiguïté. C'est-à-dire que, on constate aujourd'hui que, le monde du travail, sont très contraints, par le fait qu'on a des interprétations, différentes de ce qui se passe. Le monde est beaucoup plus peuplé, le monde est dématérialisé aussi, la digitalisation contribue de cette ambiguïté, et du coup, l'interprétation complexe, qu'on peut faire du monde rend, le monde et le monde du travail, très ambigu. Donc ce cocktail-là, il peut paraître un peu, explosif, mais en vérité, le pitch, qui est central, pour répondre à ces contraintes, est un outil qui peut faciliter tout ça avec, une fluidité, on y reviendra, de communication et une évidence, dans le message, qui vient contrecarrer un petit peu toutes les contraintes, de ce monde du travail qui a aujourd'hui, cette forme-là. Et bah, super, bah, merci beaucoup d'avoir déjà posé le contexte. Donc là, c'est vrai que je me suis fait la réflexion qu'on parle de pitch, de pitch, de pitch, mais est-ce que tu peux rappeler justement à toutes les personnes qui nous écoutent déjà d'où vient en fait le pitch tout simplement, de quoi s'agit-il? Alors le pitch nous vient du cinéma, pour tout te dire, puisque, c'est d'abord, dans le milieu cinématographique, que les scénaristes ont d'une certaine manière, rendu un peu réflexe, ce mode de communication pour propulser, leur travail. Donc c'est, à la base ce qu'on appelait le pitch, scénario. Les scénaristes, pour aller convaincre, vraiment des producteurs de financer, hein, ni plus ni moins, ont trouvé ce mode de communication immédiat, ce mode de communication très impactant. Donc c'est vraiment ici, qu'on trouve, l'origine du pitch. Et puis le glissement s'est fait très vite, puisqu'il était question quand même de financement, dans l'entrepreneuriat. Donc dans les années, 90-95, on a vu ce format de manière très récurrente, dans le marché, vraiment, pour aller chercher de l'argent, pour aller chercher des investisseurs, pour faire monter au capital, vraiment des personnes qui pourraient avoir un impact positif sur l'entreprise. Et depuis 5 ans, je dirais, c'est un format qu'on va privilégier aussi, pour des personnes, salariées ou qui sont, en quête en tout cas d'une opportunité professionnelle, et qui va, séduire, tout autant finalement qu'ont pu le faire à l'origine les scénarios, des Américains puisque quand même, évidemment, ça nous vient des États-Unis. Donc c'est voilà, quelque chose qui a été transposé au fur et à mesure de l'entreprise vers aujourd'hui, la personne et utilisé comme un outil, pour tout un chacun. OK, super et donc là, maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin. Donc au final, en fait, qu'est-ce qu'un pitch? Alors j'ai un petit esprit de contradiction, qui va m'amener d'abord à poser des bases saines en vous expliquant ce que n'est pas un pitch. On peut commencer par ça, pas de souci. Oui, hein, je suis plutôt positive comme personne, mais là, on va rentrer dans le négatif d'abord. Je voudrais d'abord, communiquer très ouvertement sur le fait qu'un pitch n'est pas un résumé. Une fois qu'on a posé ça déjà, on s'enlève un gros boulet du pied, parce que, dans la perception un peu commune, on a la sensation que c'est un quelque chose qui est contraint, dans lequel on doit faire rentrer un maximum de choses, quitte à rendre ça un peu malhabile.
Donc le pitch n'est pas un résumé, le pitch, n'est pas une synthèse. Parce que souvent quand on demande à des candidats en entretien typiquement de pitcher un peu, leur expérience, leur profil, ils se mettent à essayer de faire un condensé, alors de choses très brillantes, hein, souvent, mais c'est pas un condensé, le pitch. C'est pas du tout la posture en tout cas, qu'il vous faut avoir, lorsque vous rentrez dans cet exercice. C'est pas un outil de synthèse. Déjà, on va poser ça, en base et je pense que c'est, le enfin mon mnémotechnique à moi pour expliquer ça souvent dans mes accompagnements, c'est, de dire: «Vous voyez bien dans le mot pitch que ça va vite, qu'on propulse quelque chose, mais qu'on n'essaie pas de faire rentrer plein de lettres là». Il y a une énergie finalement, dans la manière dont on prononce le mot, qui peut nous rappeler au fait que, ça doit être porteur d'énergie, et pas nécessairement, trop dense, vraiment. Donc maintenant que j'ai, clarifié ce que le pitch n'était pas, je vais peut-être, si tu es d'accord, rentrer un peu plus dans la définition, assez Ah académique. mais je t'en prie, on est là pour ça. Alors le pitch, son objectif, c'est de convaincre. Son objectif, c'est de convaincre, en finalement en propulsant l'idée que l'on détient la solution. Pitcher, c'est convaincre qu'on détient la bonne idée. C'est un petit peu, ce qu'on appelle du commercial sans vente, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour vous vendre quelque chose, mais je suis là pour, influencer votre point de vue, pour rassurer chez vous des craintes, de manière à vous convaincre que je peux j'ai le potentiel, dans le cadre d'une candidature par exemple, j'ai le potentiel à être cette personne, qui va vous apporter du positif. Donc c'est un travail sur, la conviction, c'est un travail sur la confiance aussi. C'est ces 2 choses-là, l'influence et la confiance, qui vont être au cœur du pitch avec, on le verra, un processus très normé. Mais en tout cas, l'essence du pitch, en une phrase, c'est vraiment convaincre pour réussir à influencer. Super et je crois que donc j'ai entendu un petit peu ce côté, convaincre, persuader, donc est-ce que tu pourrais plus nous préciser vraiment la différence entre les 2? Oui, alors c'est des mots qu'on emploie de manière un peu interchangeable parce qu'ils sont très galvaudés, mais ils ont 2 essences bien spécifiques. Quand, je cherche, vraiment à persuader, je fais appel, au réservoir émotionnel. La persuasion, c'est aller chercher des sentiments, générer des émotions et pouvoir influencer par ce prisme-là. Donc persuasion, faire appel aux émotions. Là où dans le fait de convaincre, on va être sur un raisonnement très cartésien. 1 + 1 ça fait 2. Je peux vous en convaincre malgré l'évidence, de l'acception, mais le fait de convaincre, ça mène à une argumentation qui est très, très rationnelle, vraiment. Là où dans la persuasion, ça peut ne pas l'être du tout, puisqu'on prend la place autour des émotions et qu'on peut influencer, par le sentiment, typiquement. Donc les 2 OK. sont valables dans alors j'anticipe peut-être une question, mais les 2 sont valables dans le pitch. C'est-à-dire que le pitch, ce n'est pas convaincre, ce n'est pas persuader, c'est, on le verra tout à l'heure, une alliance subtile, entre les 2 pour générer un bon ancrage en termes de confiance chez la personne qui nous écoute. Oui, voilà, en fait, il faut trouver un équilibre entre les 2 pour justement avoir le pitch le plus sain et le plus clair possible pour, l'interlocuteur qu'on aura en face, c'est ça? Exactement et Super. l'adapter aussi en fonction de son interlocuteur, Super, bon, évidemment. bah, je tease, je ne vais pas trop teaser, si on le voit, juste après, mais je crois, est-ce que tu peux nous dire si pour toi il y a différents types de pitch ou alors il y en a vraiment que un ou il y en a plusieurs, en fonction, je sais pas, des personnalités, des situations? Ouais. Alors de manière très classique, on identifie 3 types de pitch. Donc là, c'est très académique. Je vais vous les décrire parce que, chacun peuvent être transposés de manière différente dans le cadre d'une recherche d'emploi. Le premier, enfin l'originel donc c'était, le scénario pitch, celui dont je vous ai parlé au tout début, qui, s'est transposé aujourd'hui dans ce qu'on appelle, le pitch ascenseur. Le pitch ascenseur, sa caractéristique principale, c'est d'être très rapide. C'est 1 minute chrono, c'est je monte au second, le mec avec lequel je veux travailler, il descend au troisième, donc j'ai 1 minute littéralement pour le convaincre. Ce pitch-là, il vise vraiment à délivrer donc en 1 minute, l'essence du message. Là, c'est ultra percutant, c'est le pitch au coup de poing, vraiment, qui vise à laisser une trace et finalement à laisser alors la carte de visite est plus trop à la mode, mais à laisser en tout cas, ses coordonnées pour que, le contact continue. C'est pas suffisant, c'est juste, moi je l'aime bien l'appeler la danse du ventre, ce pitch-là, parce que c'est vraiment ça. C'est, attirer l'attention et commencer un petit peu quelque chose sans, en dévoiler plus.
Donc ça, c'est le premier pitch, le plus rapide, 1 minute. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le pitch standard, qui c'est celui qu'on connaît le plus en général, qui lui, se donne 3 minutes. Ces 3 minutes-là, c'est une formule donc qui est encore, plutôt rapide, mais qui pour autant donne un peu plus de place, à l'argumentation et qui permet du coup de rentrer un peu mieux dans le détail. Là, l'objectif, ça va pas être, simplement, d'attirer, de générer de l'attention, mais plutôt de montrer que sur une thématique bien cadrée, on a de la maîtrise. On met en confiance. Là, c'est on attire, on met en confiance. C'est le deuxième pitch. Versus le premier où juste c'était, c'est bien de retenir le pitch danse du ventre, ça me paraît assez C'est beaucoup plus attrayant. voilà. Et enfin, le troisième type de pitch, c'est ce qu'on appelle le pitch, financier. Donc celui-là, c'est, le summum, en termes d'exercice, de prise de parole. Lui, il dure une dizaine de minutes et c'est typiquement quelque chose qu'on utilise quand on va lever des fonds. C'est, l'émission qu'on voit à la télé là, c'est vraiment ce mode-là, qui est utilisé. Alors il est valable quand on est, un start-upper et qu'on veut aller chercher de l'argent, mais il est aussi tout à fait valable, par exemple, quand on est en candidature spontanée et qu'on essaie de convaincre une entreprise qu'en créant un poste, une rentabilité est possible. Il faut être un peu aguerri, mais en tout cas, une bonne connaissance du marché typiquement et de l'actualité de l'entreprise peut permettre de créer son mini business model autour de la création de postes qu'on suggérerait. Donc là, c'est ambitieux, hein, comme positionnement, mais sur de la candidature spontanée, c'est assez courant, finalement que lors du 1er échange, ça se transforme en pitch financier. OK, et si par exemple toi, tu devais conseiller justement à toutes ces personnes qui nous écoutent, lequel on devrait travailler vraiment en premier. Je pense que le premier à travailler, c'est le pitch danse du ventre. Pourquoi? Parce que, si je reviens à mon monde VICA, je vais y revenir souvent, c'est pour ça que je l'ai posé de manière un peu solide. Hem, Tout va vite. 3 minutes, enfin, je sais pas si tu imagines passer 3 minutes à alors là, tu m'écoutes parce qu'on est dans cet exercice, mais pour la vie, passer 3 minutes à écouter quelqu'un sans ne rien dire, ça nous arrive jamais. On est dans l'interaction, on est des humains et voilà. Donc le pitch ascenseur, c'est celui qui, en 1 minute, va poser suffisamment de bases pour réussir déjà à créer quelque chose, à créer un lien, à attirer, et ça serait, je pense, celui qu'il faut le travailler vraiment prioritairement parce que quand on est à l'aise avec le premier, c'est le plus difficile, en fait, c'est le plus difficile. Quand on arrive en 1 minute, après 3 minutes, on y prend du plaisir, on peut rentrer dans le détail, mais le pitch ascenseur, c'est celui à travailler en priorité, vraiment. D'accord, et on a une première question qui te demande, pour toi, quel est le meilleur type de pitch? S'il y en a vraiment un, évidemment. Est-ce qu'il y en a un vraiment, qui domine plus les autres? Alors, je pense que le plus traditionnel, c'est le 3 minutes. C'est celui qui peut être un peu attendu, par exemple, quand on est en entretien d'embauche et qu'on a un recruteur un peu taquin, qui va lancer simplement le: «Parlez-moi de vous». Bon, il s'attend pas lui à ce que ça dure 1 minute. Typiquement, il va être plus sur un format 3 minutes. Donc bon, celui-là, je pense que quand on est en quête d'une opportunité, c'est peut-être, celui qui va être le plus, à la fois le plus complet, mais en gardant cette énergie finalement. OK. Donc en fait, si on peut résumer, en fait, le pitch dépend vraiment de notre situation, puis également aussi dans le secteur d'activité auquel on est, le métier aussi, qu'on a, et on va adapter en fonction de notre situation. Et j'ai entendu que donc tu parlais d'entretien d'embauche, et je rebondis sur justement une question qui dit dans comment ça se fait que, par exemple, le pitch, et surtout pourquoi, il est très bien adapté justement pour les entretiens d'embauche? Oui, alors je rétropédale un tout petit peu, avant de répondre à ta Vas-y, question. vas-y. Si jamais, c'est une question de situation, une question de cible évidemment, puisqu'on est sur une question de communication, mais c'est aussi une question d'âge et aujourd'hui, j'ai envie de dire quand on a, moins de 30 ans typiquement, on a été formé à pitcher. Donc ça veut dire qu'en entretien d'embauche, le recruteur s'attend à ce que cet exercice soit acquis. C'est peut-être un peu moins le cas passé les 35-40 ans, mais du coup, ça en fait tout de suite, un élément différenciant. Je referme ma petite parenthèse. Hem, pour répondre à ta question, donc j'ai perdu le fil, remets-moi sur les rails. T'en fais pas, c'était justement, je rebondissais sur les entretiens d'embauche. Aujourd'hui, Ah on oui, sait en fait le pitch est vraiment énormément utilisé lors des entretiens, mais en fait, pourquoi en fait c'est très important pour les recruteurs, pour avoir un candidat qui sait pitcher justement, bah, son CV, son parcours, et bah, potentiellement, avoir le job pour lequel il postule.
Bah, je vais te partager, j'ai eu un entretien en début de semaine là avec un client, qui m'appelle en me disant, «Ça fait 10 ans que j'ai pas passé d'entretien d'embauche, mais c'est devenu enfin, qu'est-ce que c'est devenu le recrutement? On me colle des, des entretiens en visio pendant 30 minutes». J'ai pas le temps de parler de moi. Voilà. Donc cette configuration-là, elle est pas, maltraitante pour les candidats, mais en tout cas, c'est devenu une réalité dans la pratique aujourd'hui, des recruteurs peut-être externes plus que, dans le recrutement entreprise un peu, artisanal. Mais en tout cas, quand on a en face de soi, un pro du recrutement, ça fait partie des modes de faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur un marché du travail qui est tendu. On a besoin de préqualifier des profils et cette préqualification, elle passe par le pitch. C'est-à-dire qu'un pitch bien fait vient cocher toutes les cases. Tous les prérequis là, doivent être déjà, cochés dans cette prise de parole-là. Et ça va être un format qui va permettre de poser, la première pierre de la différenciation. Donc c'est un format qui est très adapté puisque ça veut dire qu'il est la preuve que le candidat a la capacité à prendre du recul sur lui, qu'il a la capacité pardon, à fiabiliser aussi d'une certaine manière son profil, grâce à cette connaissance de lui. OK. Et est-ce que tu penses, toi, qu'aujourd'hui, en 2023, les recruteurs, justement, en fait, c'est un peu inné chez eux de nous demander de pitcher, lors de nos entretiens d'embauche. Est-ce que, tu sais s'ils ont des questions un petit peu subtiles pour voir si justement on arrive à pitcher, nos CV? Alors il y a des questions silencieuses, typiquement. Tu mets le mot subtil, en général les candidats C'est mettent ça? alors le fameux «parlez-moi de vous», c'est une invitation au pitch. OK. Le silence en début d'entretien, c'est une invitation à la prise d'initiative et au pitch, aussi. Mais la question, alors il y a des questions un peu, j'allais dire vieillottes, mais qu'on rencontre encore de temps en temps. Typiquement, le «pourquoi vous?». OK, là, c'est le pitch ascenseur, bam, en 1 minute, je plante vraiment mon arbre et il pousse, quoi. C'est vraiment ces questions-là, qui doivent appeler le pitch. Jamais en entretien, on vous dira: «Est-ce que vous pourriez pitcher?». Jamais. C'est, soit dans la partie présentation, soit dans la partie, démonstration d'initiative. Où est-ce que vous pensez, mettre en œuvre vos compétences? Bam, c'est là que le pitch sort. Donc c'est pour ça que je pense que le pitch ascenseur, ça va être finalement celui qui va être un pitch réflexe un peu, pour se sortir d'une situation un peu trop ouverte et recentrer les choses sur ses compétences. OK, super. Donc pour tous ceux qui nous écoutent maintenant, vous connaissez les secrets du langage subtil des recruteurs. Lorsqu'ils vous demandent justement de vous présenter en quelques minutes, c'est tout simplement ils attendent de vous un bon pitch. Alors je vois qu'on a plusieurs questions qui viennent d'arriver. Tout la première donc, quels sont les éléments essentiels d'un pitch en entretien d'embauche? Et c'est rajouté à d'autres questions. Se présenter en tant que personne, tout miser sur nos compétences, pourquoi on est attiré par l'entreprise, le poste ou autre chose? Alors, plusieurs réponses à ça. Je vais essayer d'être concise. Heu, les éléments d'un bon pitch en entretien, vont être ceux qui vont déclencher une logique d'influence chez le recruteur. Ce sont les éléments qui, d'une certaine manière, vont rassurer, intéresser. Ça va dépendre un petit peu de la dynamique dans laquelle, se trouve l'entretien, mais typiquement, si on sait qu'on est en lice avec 40 candidats, il va falloir jouer la carte, alors de l'authenticité, on y revient, pour exister davantage. Puisque, quand on est sur des postes, où on sait qu'on est 40 en liste, typiquement, c'est qu'on a des compétences qui sont assez courantes, sur le marché du travail. Et par conséquent, ce qui va vraiment, être un déclencheur de l'intérêt du recruteur, ça va être, la personne. Ça va plus être la compétence puisqu'elle est bien connue et elle est facile à trouver. Mais c'est l'authenticité de la personne et sa capacité à le communiquer, qui vont être des leviers pour convaincre finalement. Donc dans ces éléments-là, l'authenticité, je pense que c'est vraiment, la première chose. Dans la deuxième, ça va beaucoup dépendre finalement, du contexte évidemment, mais aussi, de ce que vous attendez vous, de l'entretien. C'est-à-dire que quand on est, dans une logique d'explorer le marché, ce qu'on voit de plus en plus maintenant avec ce marché du travail qui est tendu et où les recruteurs peinent à trouver des profils, ça fait écho avec le ghosting évidemment aussi. On voit des candidats qui vont voir si l'eau est chaude dans le grand bassin en mettant un petit orteil juste et qui du coup, passent des entretiens sur ce mode-là et là, je pense qu'il faut être assez incisif, quand on est dans cette démarche-là, et être, celui qui ose, poser des questions même à travers le pitch, clairement.
Super et on a une autre question donc de Elisabeth qui est une question assez intéressante. Est-ce que tu peux nous donner la structure de chacun des types de pitch? Donc, l'ascenseur, le standard et le financier. Oui, alors je vais peut-être décevoir, mais oui, les pitchs sont plus ou moins structurés de la même manière, mais avec, c'est un peu comme une offre à tiroir, quoi. On va avoir des grandes étapes, et ensuite, on va pouvoir, y adjoindre, des étapes intermédiaires. Hem, Puisque l'objectif finalement, du pitch, ça va être de convaincre que vous êtes la solution au problème du recruteur, il va falloir d'abord exprimer le problème. Je dis problème parce que lorsqu'on lance une offre d'emploi, c'est qu'on a un problème. On n'a pas suffisamment de monde, on n'a pas la compétence en interne, quelqu'un est parti, quelqu'un est pas là pendant un temps, bref, il y a un problème. Donc l'expression, de ce problème-là, c'est ce qui doit, être, la première impulsion de votre pitch. Pourquoi? Parce qu'en reformulant la problématique du recruteur, vous allez susciter de l'intérêt. Vous vous intéressez à lui et il aime bien qu'on s'intéresse à lui. Basiquement, et dans le même temps, vous montrez que vous avez compris aussi quel était l'enjeu finalement, du recrutement en cours pour l'entreprise. Donc susciter, l'intérêt, c'est la deuxième étape. Un, exprimer le problème. 2, susciter l'intérêt, en lui parlant de ce qu'il aime en fait. Quelle est la compétence qui lui manque et que vous avez? Quelle est la posture, j'en sais rien, managériale, dans l'accompagnement du changement parce que, l'entreprise, diversifie par exemple son activité? Quelle est la posture, qu'il attend, sur cette prise de poste? Donc ça va être vraiment, des moyens pour vous, avec empathie, d'inclure le recruteur dans votre réflexion. J'exprime son problème, je suscite l'intérêt et je lui dis finalement: «Ouh là là, mais comme ça doit être compliqué pour vous de trouver quelqu'un qui répond à tout ça», et ensuite j'y vais, je suis là, je suis la solution. OK? Donc première étape, j'exprime le problème. Deuxième étape, je crée vraiment cet intérêt. 3e étape, j'exprime, le fait que la solution vient de moi et là ensuite je déroule. Donc la structure est toujours celle-là. OK, super. On a une autre question de Zedge qui dit, «Est-il judicieux d'être à l'initiative du pitch si le recruteur n'invite pas à pitcher et donc dans ce cas choisir l'ascenseur?» Alors, oui, choisir l'ascenseur évidemment, je dirais oui. Pourquoi? Parce que, en vérité, un bon recruteur, ce qu'il fait, c'est un premier check des prérequis. OK, vous êtes capable, j'en sais rien, de parler, allemand et d'analyser, des données Google Analytics. OK, ça c'est le prérequis. Mais ce qui va l'intéresser, c'est le potentiel. C'est ce qui est au-dessus. C'est votre capacité à prendre des initiatives et à vous positionner en solutionneur. Donc clairement, le fait de montrer que vous attrapez la balle au rebond ou que vous créez ce rebond-là, et que vous êtes déjà, dans une dynamique de porter des choses, ça c'est tout à fait, alors c'est tout à fait apprécié. Je sais que parfois ça peut faire un peu peur, de se dire: «Mais oui, mais quand même, j'ai une hiérarchie, je suis dans une entreprise, pyramidale, je dois respecter un petit peu, ce fonctionnement-là, descendant». Hem, je pense qu'on pourra jamais reprocher à personne de montrer qu'il a envie, donc il faut y aller, il faut y aller. Ah, ça, c'est un très bon conseil, voilà, il faut y aller. On a une autre question de Tania qui demande: «Quel est le meilleur moment pour, donc pour toi Marine, pour dégainer, le pitch en entretien?» Je dirais il y a 2 moments. Le premier c'est, au début, vraiment pour lancer cette dynamique punchy et montrer qu'il y a une énergie et une volonté. Ça vous épargnera la fameuse phrase, «Je suis motivé». Non d'accord, je l'ai compris, puisque l'énergie est là dans la manière dont vous démarrez. Et la deuxième, ça serait de garder le pitch pour un moment un peu délicat. Typiquement, quand on va vous challenger sur un profil commercial, par exemple, sur la question, des réalisations et des objectifs. Peut-être que là, un pitch, bien pensé, peut clairement convaincre. Ça peut être aussi, un élément sur la conclusion. Le pitch, il va dépendre vraiment de ce que enfin, de votre profil et du métier, pour le coup. Parce qu'encore une fois, voilà, un commercial, on va s'attendre à ce que son pitch soit puissant, sur la question de l'impact. Quelqu'un qui va être, par exemple, sur une profession de conseil, on va s'attendre à ce qu'il prenne le lead tout de suite. Ça va dépendre du métier, mais sur les 3 phases, en tout cas, c'est, début, problème ou fin. Mais ça peut pas être, une réponse à une question qui aurait pas d'enjeu.
Super. On a encore une autre question et en merci beaucoup à tous, hein, pour vos questions, elles sont toutes, très intéressantes. C'est une question de Morgane, donc quelle serait la structure d'un pitch pour quelqu'un qui souhaiterait changer de voie professionnelle? Elle serait très simple, j'assume. C'est un sujet compliqué effectivement. On est tenté quand on est en changement de voie, en reconversion, de cacher un peu des trucs sous les tapis ou en tout cas de pas se livrer, pleinement. Donc là, je pense que le combo, authenticité plus, la posture, du «je me connais et j'assume», c'est la meilleure à avoir. Donc la structure, ça serait clairement d'être disruptif d'emblée et de dire: «Vous devez vous demander pourquoi je suis là». Dès qu'on pose cette question, ça montre qu'on est à l'aise avec la réponse. Donc je pense que c'est la meilleure clé, vraiment la meilleure clé. Assumer et rentrer directement dedans plutôt que de tourner autour du pot. Super. On a une autre question qui est de Gwen. Donc, est-ce que tu aurais un exemple, pour, en fait, pour chaque type de pitch? Je pense qu'on est encore dans le cadre un petit peu, pour quel secteur d'activité ou autre, s'applique, chaque pitch? Oui, alors, typiquement, je pense que la question, du format concret, du pitch, elle est difficile à traiter là parce qu'il faudrait effectivement qu'on soit dans un contexte, et que je puisse adapter parce qu'il y a la question, dont on n'a pas encore trop parlé, mais, de la cible. C'est-à-dire que, le pitch doit être construit fonction de la cible et du message que vous voulez délivrer. Typiquement, si on reprend l'exemple du changement de voie pro, si la personne, son objectif, c'est de ne pas parler de sa carrière d'avant parce qu'elle est pas tranquille avec ses compétences transférables, par exemple, et de juste mettre en avant, le fait qu'elle s'est formée à ce nouveau métier et qu'elle veut, s'insérer, voilà, on va avoir 2 types de pitch différents. Mais il y a pas de format, enfin, je peux pas vous donner un exemple que vous allez pouvoir transposer en changeant votre prénom, en fait, parce que ça va dépendre encore une fois de votre cible et du contexte. Super. On a une question très intéressante de Emma qui demande donc: «Est-ce que tous ces conseils sont aussi valables en entretien d'alternance?» donc c'est-à-dire se positionner en solution pour le recruteur. Alors Emma, coucou. Oui, je pense qu'Emma est une de mes étudiantes. Oui, évidemment et d'autant plus, pour 2 raisons. La première, c'est que lorsqu'on est en train de recruter un apprenant, un étudiant, en tant que professionnel, ça peut être difficile parce qu'on sait qu'on a en face de nous quelqu'un qui a peu d'expérience dans le temps ou, 2e possibilité, c'est qu'on sait qu'on a en face quelqu'un qui est encore jeune et dont on ne peut pas espérer une excellente connaissance de soi et une prise de recul immense. Donc le fait de tout de suite avoir un pitch préparé, ça montre qu'on a porté attention vraiment, à la structure et à la dynamique de recrutement, et 2, ça permet finalement, de sécuriser et de dire: «Ben, voilà, je me connais suffisamment bien, même si je suis jeune, pour arriver avec un pitch, quelque chose de bien construit. Je vous montre que méthodologiquement parlant, je suis OK et qu'en plus de ça, je suis tout à fait capable de faire preuve de suffisamment de maturité, pour utiliser, ce format qui est quand même plus évident à mettre en œuvre quand on a un peu plus d'expérience», clairement. Super. Une question de Elisabeth, tout simplement, où est-ce qu'on peut trouver des exemples de pitch? Alors, je peux vous parler, de 2 bouquins, si vous voulez, qui sont, tout à fait appropriés à ça, que j'ai sous le coude. «Devenez le roi du pitch», qui est une référence, absolument géniale, sur cette thématique qui, alors part du pitch vraiment entrepreneurial, mais vous donne, des amorces, des débuts de phrases, des choses comme ça qui peuvent, vous inspirer. Parce que là, c'est vraiment ça. C'est pas la logique, c'est pas de dire, «Je prends un pitch tout fait, je le transpose». C'est dire: «Je m'inspire et je jauge en fait de la dynamique d'un pitch, pour réussir à faire le mien». Et le deuxième livre, c'est «L'art du pitch» de Claf, qui est aussi, un alors j'ai pas d'action, hein, dans ces maisons d'édition, mais pour autant, ces 2 livres sont vraiment, de bonnes bases si vous voulez, construire votre pitch et surtout, ils vont vous aider à travailler, sur les mots. C'est-à-dire qu'un pitch bien construit, c'est un pitch, qui fait appel à un vocabulaire précis. Exit les adverbes, exit, les mots comme ça complètement flous qui ne servent à rien. Ce qu'on attend, c'est de l'impact et du coup, travailler sur les mots pour parler de soi et l'articulation, de ces mots pour réussir à montrer les actions qu'on va mettre en œuvre, c'est exactement, l'exercice à réaliser et ce, sur quoi, ces livres pourront vous aider. Super, bah, merci beaucoup pour ces 2 tips. Je viens de voir une question qui est très, très intéressante de David. Est-ce qu'on parle de justement d'entretien oral, mais est-ce qu'il y a une différence entre le pitch oral et écrit?
Alors oui, on a peu l'occasion de faire du pitch écrit, si ce n'est quand, on doit faire une petite bio, parce qu'on intervient quelque part, ou sur LinkedIn. La catégorie, info de LinkedIn, typiquement, elle se prête à ça, au pitch écrit. Donc c'est une forme de visibilité immédiate, des points forts et de la manière d'agir. Donc c'est, très différent puisque, le cerveau fonctionne différemment forcément, sur un processus d'échange oral, et écrit. Donc sur le pitch écrit typiquement, il faut être, encore plus précis, avoir des mots peut-être avec une intensité encore plus forte et s'affirmer davantage. Parce que là, on n'a pas le ton, on n'a pas la communication non verbale, en fait, qui va venir porter notre propos. Et si je vous dis exactement la même phrase là, que celle que je suis en train de vous partager, sans mon ton, sans mes silences, sans mes mains, forcément, que votre capacité à convaincre va être affaiblie. Donc les mots doivent être plus justes, plus forts et plus directs, sur de l'écrit. Super. On a Sandrine qui, nous demande si, par la suite, on pourrait illustrer, justement tous ces conseils par des exemples, donc je pense qu'après on essaiera d'illustrer justement tout ça, par la suite. On a Nathalie qui nous demande donc: «Peut-on utiliser son pitch pour anticiper sur les raisons d'une recherche d'emploi après une expérience courte précédente, par exemple une démission ou un licenciement?» Oui, c'est ce que j'appelle le pitch, les pieds dans le plat, où je leur donne des noms. C'est exactement, ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand on a une expérience un peu fragile ou un quelque chose comme ça qui coche pas, les cases, traditionnelles, mettons, et qu'on postule quand même dans une entreprise, qui a un fonctionnement assez, assez classique, il faut y aller. Dire: «OK, ma dernière expérience était très courte. Je vous explique pourquoi, bam, bam, bam» et hop, derrière, j'enchaîne avec, le raccrochage finalement à la problématique du recruteur. Mais je pense qu'il faut dire les choses, on parlait d'authenticité tout à l'heure, chercher à dissimuler ou, se dire: «Ça, je n'en parlerai pas», non, c'est exactement ce qui va vous mettre en panique, donc vous faire perdre en sérénité lors d'un entretien, et c'est exactement ce sur quoi le recruteur va gratter parce que lui-même, il va avoir une zone de flou et l'objet de l'entretien, c'est quand même, de dissiper, tout ce qui pourrait être comme ça, très, très impalpable donc hem, on a une expérience, qui relève d'une démission. Typiquement, moi, j'ai commencé mon parcours comme ça, j'ai eu, coup sur coup, 3 licenciements économiques. Voilà, je commençais à travailler, en 2008, voilà, mauvaise période et du coup, j'arrivais en entretien en disant: «Écoutez, je vous promets de ne pas déposer le bilan chez vous». Je l'ai fait 3 fois. Voilà, il faut y aller aussi en étant détendu et en assumant. On n'est pas, pleinement responsable de toutes les situations professionnelles que l'on vit. Oui, il faut jouer un peu ce côté transparent, mais tout en étant, on va dire, à l'aise avec ce qui nous est arrivé avant et on assume et ça ne pose aucun problème justement pour la suite et pour, le futur recruteur. Donc c'est un super conseil, merci beaucoup et toujours dans les conseils, Sophie, qui demande un conseil supplémentaire pour un senior. J'ai 51 ans et on connaît bien les difficultés pour convaincre une entreprise. Oui, c'est un vrai sujet. Hem, je vais vous partager encore une expérience d'un client que j'ai accompagné il y a 5 ou 6 ans maintenant, qui était sur une reconversion professionnelle à votre âge, Sophie. Il a 51 ans, il est passé, d'un métier très technique à, un métier dans le social. Et dans le social, on le sait, souvent, les équipes, sur les postes, plutôt compliqués d'accueil typiquement, sont assez jeunes, et du coup, cette personne s'est confrontée à, une candidature géniale, avec des compétences transférables, bien exprimées dans le CV, qui ont déclenché un entretien. Il s'est retrouvé en entretien avec devant lui, une charmante jeune femme qui avait 20 ans de moins que lui et toute une équipe qui avait globalement 30 ans de moins que lui. Et finalement, c'est en assumant, clairement, qu'il a réussi à se positionner. C'est-à-dire que son discours, était pas, dans la gêne ou, le la vulnérabilité vis-à-vis de son âge, mais plutôt, dans, encore une fois, quelque chose d'assez disruptif en disant: «Oui, je suis plus vieux. Comment est-ce qu'on fait pour en profiter, en fait? Voilà toutes les choses que je peux mettre au service, voilà la posture géniale que je vais avoir pour justement accompagner cette dynamique un peu, intergénérationnelle». Donc je pense que, assumer et ne pas oublier d'être celui qui en parle en premier pour la question de l'âge, c'est le secret pour finalement casser le malaise qui peut exister ou casser la fragilité qu'on peut ressentir, mais qui peut être tout à fait légitime. Mais, oser le dire en premier. Oser dire: «J'ai 51 ans et regardez tout ce que j'ai fait, regardez tout ce que finalement je suis prête, à réutiliser, à transférer, dans les missions que vous pourriez me confier».
Donc assumer pour la question de la seniorité, c'est la première chose et penser aussi compétences transférables. J'ai fait des choses, mais je suis pas bloquée dedans. Je sais que ces choses-là peuvent me servir encore sur des projets futurs. Super, bah, j'espère que Sophie, ce conseil, vous permettra justement de encore plus convaincre lors de vos prochains entretiens. On a une question de Antonin, donc faut-il éviter d'apprendre un pitch par cœur au risque de perdre de l'impact? Alors oui et non. C'est un peu le principe, du chemin de fer en journalisme, c'est-à-dire qu'il faut savoir où on va. Il faut avoir, des phrases clés, courtes et impactantes, qui sont des automatismes. Mais il y a pas de secret. Un pitch, personne ne le dégaine comme ça au pied levé. Peut-être Obama, mais c'est bien le seul. Clairement, pitcher, ça veut dire se préparer. Pitcher, ça ne veut pas dire réciter, mais ça veut dire savoir ce qu'on va dire, savoir quels sont les moments clés où vraiment on va enclencher, l'influence, et savoir aussi comment conclure. Puisqu'il y a, cette amorce, qui est, si on revient un petit peu sur la structure, cette amorce qui est indispensable, puisque c'est celle qui crée l'attention et là, faire appel par exemple à du storytelling ou à des petites phrases du type, «En toute transparence avec vous». OK, en toute transparence, je vous tiens. Ouais, moi votre attention est là, vraiment. Donc cette partie, de lancement du pitch, elle est essentielle. La conclusion, elle est essentielle aussi, parce que sinon ça se termine en: «Voilà». C'est dommage, hein? C'est dommage. Voilà, ben, bonne journée. Attirer l'attention, c'est l'étape 1. On peut, pour, vraiment, structurer le pitch concrètement, faire appel à la méthode, AIDA qui est une méthode, commerciale, donc c'est encore un acronyme, je suis désolée. Je Mais la méthode AIDA en vente, elle consiste à dire, je génère de l'attention, storytelling ou phrase disruptive ou phrase un peu intimiste. Ensuite, je suscite de l'intérêt. Donc là, je reviens sur l'idée, d'exprimer le problème du recruteur et qu'il se sente concerné. Ensuite, je fais en sorte, donc A, donc attention, I, intérêt, D, de l'AIDA, désiré. Je montre au recruteur que j'ai un truc génial. OK? Vous êtes en train de créer une structure et vous allez devoir, typiquement, développer tout un réseau de distributeurs. OK, je l'ai déjà fait, mais entre-temps, j'ai intégré du digital dans ma démarche et vraiment, je pense qu'il y a quelque chose avec l'intelligence artificielle, typiquement, qui pourrait nous aider. Ah, OK, je suscite du désir, OK? La personne a envie de m'écouter davantage et l'étape d'après pour clôturer, ça va être ce qu'on appelle le call to action, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'engage ensemble? Comment est-ce que, je vous tends la perche, en fait, pour que vous puissiez me poser des questions, me challenger sur quelque chose que j'ai évoqué ou, me renforcer finalement la problématique pour me demander, d'interagir, encore davantage. Donc cette méthode-là, l'attention, l'intérêt, le désir et le call to action, c'est vraiment, ce qui va vous éviter de l'apprendre par cœur, puisque ça ne sera pas du tout naturel, mais l'avoir à l'esprit et savoir que ces étapes-là, vont finalement se succéder, ça va vous permettre de gagner ou de maintenir en tout cas l'impact que vous voulez avoir. Super. Nous avons une autre question parce que super, vous avez tous, plein de questions. Sabine, est-ce que en entretien, il faut s'exprimer de la même façon que Marine? Donc avec l'intonation, les mains, mais elle rajoute: «J'avoue que c'est très convaincant». Alors, je reviens à l'authenticité et pour être très sincère, par exemple, dans mon personal branding à moi, je sais que ça fait partie des choses que, les personnes apprécient. C'est-à-dire que je pourrais être très aseptisée et je sais faire de la communication institutionnelle. Mais aujourd'hui, je me connais bien, je sais que c'est pas ça qui m'anime et je sais que c'est pas avec ça non plus que moi, j'arrive à convaincre. Il y a des personnes qui savent faire ça. Moi, mon canal de communication, il est vivant, il est enthousiaste et l'enthousiasme, c'est quelque chose que voilà, je porte dans ma manière de convaincre et c'est ce que vous voyez là, basiquement. Donc oui, on met les mains et je dirais, d'autant plus en visio. Parce que regardez, si je vous parle de la même manière, mais que j'emploie pas mes mains, il se passe moins de choses. OK? Je peux continuer à avoir des interactions avec mon visage typiquement, mais lors les fameux premiers entretiens en 30 minutes en visio, il faut être là. Il faut que le cadrage soit ici, il faut que vos mains parlent et que votre, communication, non verbale, embarque aussi, la personne qui vous écoute. Donc oui, exprimez-vous de la manière qui est la vôtre. Après, le canal que vous allez utiliser peut être très différent. On peut être quelqu'un, qui a besoin de, beaucoup écouter, heu et de prendre la parole ensuite, OK? Moi, je suis du genre à être toujours là, d'accord? Mais il y a des personnes qui vont écouter et se positionner quand elles ont besoin vraiment de convaincre, OK? C'est pas grave. Juste, on a des modes communicationnels qui sont vraiment, différents et c'est ce qui fait la richesse des interactions. Mais, convaincre, c'est être là, c'est poser des mots, et c'est surtout
montrer que ces mots nous correspondent, en fait. C'est ce qu'on appelle, la congruence. C'est-à-dire que si je suis pas alignée avec ce que je dis, forcément que vous allez le sentir. Ça va créer un quelque chose et c'est le fameux feeling du recruteur du: «Ah, je le sens pas». Bah oui, tu es en train de Donc dire quelque chose qui te ressemble pas. donc n'hésitez pas à parler avec vos mains, par vos expressions. Si c'est vous, dans la vie de tous les jours, bah, continuez à être comme ça et donc je rebondis sur une question qui est un peu dans le même thème de Claudine. Faut-il être théâtral lors du pitch? Alors je pense qu'il faut pas faire l'amalgame, entre, le storytelling et un coup de théâtre. Le storytelling, littéralement, c'est, savoir raconter une belle histoire. Typiquement, si je vous dis que, voyons, je vais vous prendre un petit exemple personnel de storytelling parce que c'est beaucoup plus croustillant. Si je vous dis, par exemple, que moi aujourd'hui je suis entrepreneur parce qu'à 12 ans, je faisais déjà les factures de mon papa qui était artisan tailleur de pierre. Vous voyez? Storytelling. Je vous raconte une belle histoire et ça m'amène à vous donner des informations sur moi. Si au contraire, je vous la joue trop théâtralisée, ça risque d'être inapproprié malgré tout au jeu de l'entretien qui est quand même, quelque chose, alors qui peut être très détendu, hein, mais qui reste, une étape, assez formelle. Et 2, vous risquez de diluer finalement votre propos, en faire des caisses littéralement, ça va pas vous aider à gagner en impact. Il vaut mieux avoir des mots, comme je le disais tout à l'heure, précis, des mots forts, qui viennent justement titiller ou questionner, plutôt que d'en faire, vraiment, vraiment trop. Après c'est quelque chose qu'on rencontre en entretien, la théâtralisation et qui est en général l'expression d'un stress. C'est-à-dire que c'est facile de se cacher derrière de grands gestes, ou un trop grand sourire, voilà, ça fait partie ou un trop gros maquillage, ce qui contribue à la théâtralisation. Donc ça, c'est un mécanisme de protection, mais c'est pas durable. Super. On a une autre question de Gaston. Donc, je suis jeune diplômée, je n'ai aucune expérience dans mon domaine de recherche d'emploi. Avez-vous des conseils pour le pitch? Misez sur vos compétences comportementales. Vous êtes une personne et pas Parfait. encore une professionnelle, c'est pas grave. Surtout qu'aujourd'hui, les recruteurs misent énormément sur les ce qu'on appelle les soft skills, donc vraiment sur les compétences, humains. Vraiment, par exemple, l'écoute, le travail en équipe, choses comme ça. Donc vraiment, même moi, je peux vous le conseiller, on préfère plutôt rechercher une personnalité plutôt que parfois des compétences. Parce que quelqu'un qui aura vraiment envie d'apprendre, envie d'être là, voilà, c'est des fois, c'est beaucoup plus gagnant que d'avoir quelqu'un qui a toutes les compétences clés, mais qui par contre, d'un point de vue comportemental, n'a pas grand-chose à apporter à son équipe. Donc Gaston, n'hésite pas à miser sur ta personnalité, c'est super important. D'autant plus que quand on est, quand on démarre dans la vie professionnelle, le recruteur, il va être attentif à la capacité de la personne à se fondre dans l'équipe. Est-ce que, intégrer ce jeune ne va pas déséquilibrer, l'harmonie ou en tout cas, l'existant, dans l'équipe? Donc oui, à fond les ballons sur les compétences comportementales, Gaston. J'adore. Je vois que le temps passe très, très vite, sur ce live. Simplement, là, on a vu beaucoup de questions sur, par exemple, en tant que personne, comment est-ce que je peux construire mon pitch? Comment est-ce que je peux rester authentique? Et donc, justement, est-ce que tu peux nous apporter encore plus de conseils sur ce côté authenticité? Comment le personnaliser et être vraiment le plus possible en accord avec sa personne devant son interlocuteur? Oui, si j'essaie de produire ces conseils de manière un peu chronologique par rapport au déroulé du pitch, je dirais que la première étape, c'est de trouver, votre storytelling, quoi. C'est quoi l'histoire, votre histoire personnelle ou le bout, parce que c'est pas l'entièreté de votre histoire, mais la partie, de votre vie qui vous semble être celle qui vous différencie professionnellement et qui peut vous amener des choses. Ça, c'est vraiment la première, le premier conseil, c'est trouver comment raconter une belle histoire sur vous. Alors ça peut paraître un peu, hors sol, ce que je suis en train de dire, mais en fait, on a tous un quelque chose, on parlait tout à l'heure, d'un licenciement par exemple, ça peut être une base au storytelling. Mon licenciement, je l'ai vraiment mal vécu, mais je me suis relevée. Ça, c'est un bout de storytelling, OK? 2e conseil, ça va être, dans cet alignement-là, de réussir à continuer à employer son propre ton et son propre vocabulaire. C'est-à-dire qu'à fond les ballons, pour Gaston tout à l'heure, je pensais pas le placer aujourd'hui, OK? Mais ça fait partie, voilà, des mots que j'emploie parce que je sens qu'ils ont un impact, et donc ça fait partie aussi de ce que je suis. Donc le fait d'employer à fond les ballons, plutôt que de dire: «Mettez-vous intensément dans votre recherche», voilà, ça fait partie de mon identité et donc j'essaie pas d'être quelqu'un d'autre là, je suis moi, j'emploie mes mots. Ça, c'est vraiment important. Alors par contre, toute proportion gardée,
pour ce qui concernerait, la vulgarité ou le langage un peu trop, courant. C'est-à-dire qu'on peut Oui. avoir des expressions un peu rigolotes, un peu datées, mais évidemment on reste poli, hein. 3e, conseil, dans le cadre d'un pitch, c'est pas les détails qu'on cherche. L'expression des détails, ça sera, clarifié par le question-réponse après avec le recruteur. Là, il va vraiment falloir que vous puissiez, éviter les contextes à rallonge. Vous avez été licencié, je reprends cet exemple parce qu'il est assez, facile à utiliser. Vous avez été licencié, c'est suffisant. On n'a pas envie de savoir que ça a duré 3 plombes et pour les raisons pour lesquelles vous avez été licencié. Ça nous intéresse pas. La conclusion, c'est ce dont vous allez avoir besoin pour votre pitch. Donc vraiment, rester, factuel aussi, mais très direct. Hem, 4e conseil, ça serait, de pas perdre de vue l'objectif. C'est-à-dire que, comme je le disais au début, le pitch, c'est pas la synthèse de votre vie, c'est pas ma vie, mon œuvre. C'est, répondre aux problèmes du recruteur. Donc n'oubliez pas en cours de route le problème. Parce que c'est tentant. Une fois qu'on est lancé sur soi et qu'on est bien à l'aise avec sa présentation, on a plein de choses à montrer, à démontrer. Parfois on peut, évacuer un petit peu, la raison fondamentale, enfin le besoin fondamental du recruteur. Donc restez focus vraiment sur lui, et ça fait partie des bonnes pratiques, je dirais. Et si oui, un 5e peut-être. Tout à l'heure, j'ai vu passer la question qui concernait la différence entre les RH, enfin la posture, RH ou manager. Heu, Exactement. je dirais que typiquement, quand vous savez que vous êtes face à du recrutement externe ou, donc un chasseur de tête, comme on les appelait, dans le temps, ou à, une RH, purement RH qui fait le premier filtre, évacuez le jargon. Vous êtes là pour vulgariser, vraiment. En première étape, ça va être, ce qui va être important et ça va l'être aussi, quand vous allez être avec un manager, alors un peu moins parce que vous savez qu'il est comme un poisson dans l'eau, a priori dans le contexte technique, par exemple, mais un développeur web typiquement qui commencerait à rentrer dans les méandres de son code ou de ses technos, avec un RH, c'est non et en pitch, c'est pas là non plus en fait la place, vraiment sauf si, vous voulez mettre en avant une nouvelle techno géniale, OK, vous la nommez, mais rentrer dans le détail et rentrer dans le jargon très technique, ça va diluer encore une fois l'impact de votre pitch. Super, bah, merci beaucoup pour tous ces conseils. Je vois qu'il nous reste encore un peu de temps pour répondre à encore des questions. Nous avons, Milena qui nous demande: «Quelles sont les choses à ne pas faire lors d'un pitch en visio?» Alors la première chose, je dirais, puisque on est tous d'accord sur le fait que le pitch doit être authentique, ça serait déjà logistiquement de flouter votre arrière-plan. C'est bateau, mais en fait, quand je floute, je cache et du coup, inconsciemment, en face, la personne, OK, vous avez flouté votre arrière-plan, qu'est-ce que vous avez à dissimuler? Je suis pas en confiance, bref, influence négative. Donc ça, c'est la première chose. 2e chose, donc comme je disais, ce serait de couper votre tête là beaucoup trop haut pour que vous puissiez pas avoir un corps et une expression corporelle. Et la 3e chose, je dirais, ça serait de rester focus sur votre image. Moi, je conseille souvent à mes clients de couper le retour caméra pour ne pas se voir eux-mêmes. Un, parce que ça fatigue le cerveau, et que c'est pas très naturel, hein, de se regarder parler, et 2, parce que du coup, ça nous fait perdre en authenticité. On commence à se dire: «Mince, j'ai ma mèche là» ou «Tiens, j'ai trop bougé mes mains» ou «Tiens, il voit ça derrière». Non, donc enlevez le retour caméra pour juste être face à une vidéo, face à une caméra et tenter de recréer une forme d'échange, un peu naturel. Hem, ce qui serait délicat aussi, dans le cadre des visios qui sont contraintes dans le temps. En fait, une visio, c'est un pitch un peu rallongé, hein, quand on y pense, les 30 minutes là d'entretien, d'embauche. Ça serait aussi de rentrer dans trop de détails ou se perdre dans des choses comme ça qui sont pas très, efficientes. Donc moi, je vous conseille vraiment, de prendre un petit papier, de vous lister, toutes les choses que vous voulez dire. Clarifier ce que vous voulez dire en visio, c'est encore plus important. Clarifiez-les et au fur et à mesure, vous faites votre petit check. Ça, c'est bon, je l'ai placé, je l'ai placé. Comme ça, vous vous assurez, de la densité d'informations intéressantes que vous communiquez au recruteur, et en plus de ça, ça vous donne, une structure limitante dans le temps. Vous savez que vous avez plein de choses à dire, vous les voyez sur votre papier, ça vous fait un petit reminder, pour votre gestion de temps. Super et bah, Mélina, maintenant tu es absolument prête à, passer en vision et faire ton pitch. On a une autre question de Cathy, donc: «Bonjour, avez-vous des exemples de mots forts, voire votre petit lexique de mots qui impactent?» Alors dans le petit lexique des mots qui impactent, il y a les débuts de phrases en jeu. Comme je disais tout à l'heure, quand je démarre en vous disant, «Je vais vous exprimer le fond de ma pensée», et ben voilà. Mmh. Il y a quelque chose en tout cas, qui génère de l'attention puissance 3000. Dans le vocabulaire des mots, il y a aussi le silence.
On a tendance, quand on est stressé, enfin, on peut avoir tendance à, parler vite et à vouloir occuper l'espace, parce que la nature a un peu horreur du vide, et que quand il y a du bruit, on a l'impression qu'on le comble convenablement. En vérité, faire de la place au silence et montrer qu'on est capable de le gérer ou de le positionner après un moment un peu fort, ça peut tout à fait faire partie des clés, de votre discours, silencieux pour le coup. Dans les autres mots forts, je dirais qu'il faut être orienté action, donc il faut utiliser des verbes d'action, mais des verbes d'action précis. Typiquement, gérer, on en a marre de ce mot. Mmh. Gérer, ça veut rien dire en fait. Montrer l'expertise à travers l'utilisation de votre vocabulaire métier en fait, ou votre capacité vraiment à positionner des mots qui soient le reflet exact de l'action que vous voulez mener. Donc verbe d'action précis, éviter tous les mots aussi pour parler de soi qui seraient, un peu généralistes, du type, «Je suis empathique». D'accord, mais en fait, je préfère que tu me dises, «J'ai une très grande capacité, à accueillir par exemple, une souffrance, d'un collaborateur ou une situation difficile et à l'écouter avec attention pour l'aider à vider son sac», ça je préférais ça à, «Je suis empathique» quoi. Passer par Oui, l'illustration aussi. ce qu'on entend vraiment un petit peu tout le temps en entretien, donc essayer d'un petit peu de sortir du lot en personnalisant notre personnalité, tout simplement. Super, merci beaucoup Marine. Je vois qu'il y a encore d'autres questions, de Tania. Quels sont les signes révélateurs que mon pitch a été efficace pour les recruteurs? Alors, on passe d'abord par la communication non verbale. Le recruteur qui écouterait votre pitch en vous faisant qui serait en train d'opiner comme ça de trop, c'est que c'est trop long, qu'il s'ennuie ou que c'est pas intéressant, qu'il se nourrit pas, en tout cas. Donc, le fait que le recruteur, précipite la fin de votre pitch, par, des mouvements un peu d'agacement là, bon, ça va être un signe révélateur plutôt négatif. Dans les signes positifs, il va y avoir forcément le focus sur les yeux. C'est-à-dire que, bien que ça soit difficile de regarder les autres dans les yeux, lorsque vous pitchez, vous êtes là pour montrer une forme d'assurance. Donc il va falloir que vous alliez chercher le regard du recruteur. Si vous le tenez, vous savez que c'est bon, OK? Il peut avoir besoin de prendre des notes, là, Chloé, je te vois, mais pour autant, je sais qu'elle est avec moi. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir quand même, jauger, de l'intérêt qu'a le recruteur en face. Si regarder quelqu'un dans les yeux, c'est compliqué pour vous, petit tips en passant, si vous regardez le bout du nez, la personne en face ne se rendra pas compte, du fait que vous regardez son nez et pas ses yeux. Donc si jamais, vous êtes un peu décontenancé, par, un contact oculaire direct, misez sur le bout du nez. Dans les autres signes révélateurs, typiquement, il y a le rebond. Il y a le fait que le recruteur attrape au vol, ce que vous venez de dire et pose des questions ou aille plus loin, sur un niveau de détail plus important. Super, merci beaucoup. J'en profite pour moi-même glisser une petite question, j'en profite, Mmh. aussi. C'est, comment est-ce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux comme par exemple LinkedIn pour promouvoir, son pitch professionnel? Alors, la partie info, typiquement sur la page LinkedIn, c'est un pitch écrit, comme on le disait tout à l'heure. LinkedIn nous invite à faire des posts qui sont des pitchs, en fait. Il ne faut pas dépasser, 1 200 caractères pour que l'algorithme puisse tourner correctement. Quoi qu'il arrive, sur LinkedIn, on est plutôt dans une dynamique de post pitch, si on le fait correctement. Donc c'est vraiment de la communication, directe et sur LinkedIn, on est aidé aussi par les emojis, typiquement, qui peuvent, rassurer ou, faire gagner en impact. Donc allier finalement, des phrases courtes, dynamiques, factuelles, qui débordent pas d'adverbes, des verbes forts et des emojis, c'est, l'assurance d'une forme de post-pitch sur LinkedIn. Nouvelle forme de pitch, le post-pitch. J'adore, j'adore. Bon, bah, je vais m'empresser de le faire. On a une autre question de Nedge. Pour un pitch oral, mais non face à face, donc sans expression corporelle, par exemple au téléphone, faut-il optimiser sur son pitch sur la voix, le ton ou autre chose si tu as des conseils? Oui, alors le pitch, c'est peut-être le moins facile, celui-là, le pitch, téléphone, parce qu'effectivement ça occulte toute la partie non verbale. Pour autant, le paraverbal, c'est-à-dire effectivement le ton, l'intensité, la variation que je vais avoir, sur ma voix, vont être, des vecteurs d'engagement pour la personne qui m'écoute. Donc là, je pense qu'au téléphone, il faut d'autant plus faire de place au silence et alors sans théâtraliser, mais accentuer, comme je viens de le faire là, le mot accentuer, je l'ai posé de manière un peu plus forte
En fait, je pense que, au téléphone, dans votre pitch, je vous conseillerais de le rédiger, et d'entourer les mots où vous savez qu'après c'est silence ou, vous le prononcez un peu avec emphase, de manière à ce que le mot reste, dans l'esprit de la personne. Mais le pitch au téléphone, c'est sûrement le plus délicat, pour être honnête. Super, bah, merci beaucoup. Je vois qu'on arrive au bout justement de notre live. Ça fait 1 heure qu'on est tous ensemble, c'est passé très, très vite. Donc déjà un grand merci Marine pour t'être connectée, de nous avoir apporté tous ces conseils pour, les pitchs professionnels. Donc on espère aussi que tous ceux qui nous ont écoutés, ça va vous aider, que vous allez pouvoir briller lors de vos entretiens, que ce soit en visio, en face à face ou même au téléphone. Je rappelle également que, vous pouvez voir le replay de ce live, dans l'événement, tout simplement sur notre page LinkedIn. Voilà, si Marine, tu veux dire un petit mot pour la fin, pour clôturer ce beau live? Oser, c'est le seul mot que j'ai à poser. Oser, c'est J'adore. le mais il faut se lancer quoi, vraiment. J'adore. Bah, merci beaucoup. Merci encore à tous qui se sont connectés, qui nous ont écoutés, qui nous ont regardés et qui surtout ont posé plein de questions pour rendre ce live le plus, on va dire, interactif possible à distance. Je vous rappelle que nous avons aussi un live demain, à 12h30 avec Dorit Naon. On va, faire un live sur quels outils pour faire face aux périodes de stress et trouver son équilibre professionnel. Voilà, sujet aussi, très intéressant. Donc rendez-vous également demain pour, clôturer cette belle semaine de live Coachez-moi avec LHH Recruitment Solutions. Encore merci Marine et également je vois qu'il y avait aussi une question sur les livres. Marine, donc je le dis à tout le monde, pourras-tu dans les commentaires de ce live mettre le nom justement de tous ces livres pour que les personnes puissent aller, bah, les acheter, les contempler, enfin tout ce qu'ils veulent faire et nous on essaiera justement d'épingler ce commentaire pour que vous puissiez avoir toujours l'information, quand vous voulez, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Bien Voilà, sûr. Merci à tous, vraiment, c'était un plaisir et merci Chloé pour cette animation plus que dynamique. avec grand plaisir et encore merci à tous et peut-être rendez-vous demain et très bonne journée. Au Merci. revoir.